Bien. Donc, a priori, tout fonctionne. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Ça y est, maintenant vous êtes plus nombreux. Donc, nous allons regarder ensemble, en fait, aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble s'inscrit dans le cadre d'un volume en 3 parties. Voilà. Donc là, nous allons voir le premier volet ensemble. Et dans ces 3 parties, voilà comment ça va se passer. Nous allons aborder un domaine technique particulier dans chacune des 3 parties, comme vous avez pu le voir dans le mail qu'on vous a envoyé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle les figures de continuation. Nous verrons en juin, dans un second temps, ce qu'on appelle les figures de retournement. Et enfin, à la rentrée en septembre, nous verrons ensemble comment analyser des niveaux forts qu'on appelle des overlaps ou des zones de polarité. À travers ce qu'on va regarder ensemble d'un point de vue technique, donc, nous allons voir par la suite comment adapter les connaissances qu'on aura pu acquérir en termes d'analyse graphique pour mettre en place des stratégies d'investissement sur des produits différents. Ces produits vont être, comme on le verra ensemble, dépendants de votre profil, à savoir est-ce que vous êtes des investisseurs actifs, très actifs ou peu actifs, et est-ce que vous avez une tolérance au risque petite, moyenne ou importante. Voilà. Donc, démarrons ce webinaire. Je vous explique autre chose avant d'avancer. Je vais essayer, moi, d'avancer doucement mais sûrement pour être sûr de pouvoir, en 1 heure, balayer tout ce qu'on a à voir ensemble. Par la suite, je vous donnerai, si on a le temps, la possibilité de nous poser des questions à travers le chat, auxquelles je répondrai. Si vous posez quelques questions en cours de conférence et que vous voyez que je n'y réponds pas, c'est que j'estime ne pas forcément avoir à y répondre tout de suite, mais j'y reviendrai à la fin de la présentation. En revanche, si certaines questions nécessitent une intervention immédiate, je le ferai. Nous pourrons donc commencer. Donc, les figures de continuation, nous allons regarder aujourd'hui 3 grandes familles, qui sont les triangles, les drapeaux et les canaux. Avant tout, nous allons donc lire ensemble cette introduction. Donc, l'analyse technique, qui est mon domaine de prédilection, est une discipline qui étudie donc les graphiques des cours. Et de cette manière, l'observation du passé va permettre d'anticiper l'avenir et d'analyser le présent. D'accord? Dans ce premier volet, comme je vous le disais, nous allons aborder un domaine chartistique qui est reconnu aujourd'hui, qui est celui des figures de continuation. Il existe donc en effet des phases de marché qui vont avoir lieu sous forme de figures qu'on appelle des figures de continuation. Ces figures, comme les triangles, les drapeaux, les canaux, vont présenter ainsi la particularité de générer à la sortie de la figure en question un mouvement de continuité qui va être proportionnel au mouvement qui a précédé l'entrée dans la figure. Apprendre à reconnaître, à déceler et à jouer ce genre de figure peut effectivement vous permettre de faire des bénéfices importants. On va essayer de regarder ensemble comment, selon votre profil d'investisseur, profiter de ce type de figure et comment les adapter au mieux à votre stratégie. Alors le sommaire, on ne va pas s'attarder dessus puisque nous allons le balayer ensemble. Il faut savoir que cette présentation est disponible par la suite en format PDF pour ceux qui souhaitent la recevoir. Il vous suffira de nous envoyer un mail. Donc c'est pour ça que là, par exemple, vous avez un sommaire sur lequel nous n'allons pas nous attarder. C'est au cas où vous souhaiteriez regarder la présentation tranquillement chez vous par la suite. Dans un premier temps, qui suis-je? J'ai regardé vos noms dans la liste. Il y a certaines personnes d'entre vous qui me connaissent déjà, d'autres peut-être pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu qui je suis dans un premier temps. Donc mon parcours. Moi, je suis né dans l'analyse technique. Dès que j'ai commencé à travailler sur la bourse, j'ai tout de suite plongé dans cette méthodologie sans passer par l'analyse fondamentale. C'est quelque chose que je répète souvent, mais quelque chose d'assez important parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'en termes d'analyse financière, vous avez 2 grandes familles aujourd'hui, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale va s'intéresser à tout ce qui peut être inhérent aux informations de l'entreprise en question, du secteur, la direction, les chiffres, les PER, les EBITDA, etc. Donc l'analyse fondamentale va regarder un ensemble de données, tandis que l'analyse technique, lui, va regarder des données graphiques ou techniques, comme on dit. Il va regarder des indicateurs, il va regarder l'allure que peut avoir le graphique des cours en question. D'accord? Quelle est ma vision, donc, moi, de cette discipline d'analyse technique? Donc, en bourse, comme je le dis toujours, il n'y a pas de panacée.
Ça veut dire tout simplement que si une méthode était infaillible, les autres n'existeraient pas. Si des gens essayent de vous vendre une panacée, une martingale, mon conseil, méfiez-vous. En revanche, si certaines personnes vous disent, voilà, il n'y a pas de panacée, en revanche, moi, ça fait un certain temps que j'emploie telle et telle méthode, j'en connais aujourd'hui les qualités et les défauts, et je vais essayer de vous faire profiter des qualités de la méthode que je pratique. Voilà. C'est un peu ma vision. De toute façon, chaque méthode aura des fervents et des détracteurs, évidemment. Alors, quelle est mon expérience et ma valeur ajoutée aujourd'hui? Ça fait maintenant 15 ans, en fait, c'est-à-dire peut-être 15 ans, mais non, ça fait 15 ans que je suis donc derrière les marchés, et depuis autant de temps avec les mêmes croyances et méthodes. C'est-à-dire que depuis que je travaille en termes d'analyse technique, ma méthode n'a pas vraiment, elle a évolué, bien sûr, elle s'est améliorée, en tout cas j'espère, mais en revanche, elle n'a jamais été remise en question. Elle s'est affinée au fur et à mesure. Alors, quels sont aujourd'hui les points forts de l'analyse technique telle que je la pratique? Rapidement, nous allons rapidement passer sur la théorie héliotique, puisque nous n'avons pas le temps aujourd'hui de l'aborder en profondeur, évidemment. Donc, les principales règles et le schéma de base, sans entrer dans les détails. Comment ces outils vont vous aider dans des conditions de marché à monter votre stratégie, évidemment gagnante, via des turbos ou des produits dérivés. Et on va voir des exemples concrets également. Les petits plus utiles que je vous conseille, que je vous donne en tout cas, dans un premier temps, pullback et overlap. Alors, comment adapter ces niveaux en termes de timing? On va le voir tout à l'heure. Tout ce que je vous dis là sera vu par la suite sur des applications graphiques, hein, d'accord? Donc, ne soyez pas inquiets en vous disant je ne comprends pas tout ce qu'il est en train de me raconter. Je vais essayer au maximum d'illustrer par la suite les propos que je vous tiens là d'un point de vue un peu plus théorique. Le backtesting, le backtesting, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, comme son nom l'indique, en anglais, back en arrière et testing testé. Donc, il s'agit de tester en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une méthodologie à laquelle vous croyez plus particulièrement, si par exemple, lorsque vous regardez un graphique, vous avez un indicateur qui vous plaît particulièrement, pour savoir si vous pouvez, dans le futur, dans le présent, bien sûr, et donc dans le futur, vous appuyer et vous baser sur ce type d'indicateur, il va falloir faire un backtesting, c'est-à-dire essayer de voir si par le passé, vous auriez pu, de la même manière, utiliser de façon efficace cet indicateur. Enfin, dernière chose très importante en termes d'analyse graphique, la combinaison de points. La combinaison de points, c'est vrai que c'est de loin ce qui donne les niveaux les plus forts. On se demande souvent, quand on parle d'analyse technique, si l'analyse technique existe parce qu'on y croit ou si on y croit parce qu'elle existe. En fait, en gros, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'un niveau va fonctionner parce que beaucoup de gens vont le regarder, ou est-ce que beaucoup de gens vont regarder un niveau parce qu'il va fonctionner? Qu'importe, j'allais dire aujourd'hui, c'est pas notre problème. Notre problème à nous, notre problématique, plutôt que notre problème, c'est d'essayer d'anticiper l'évolution des cours. Un point qui va correspondre à différentes zones techniques va être d'autant plus fort. Si vous avez un niveau donné qui correspond à la fois à un ratio de Fibonacci, à la fois à un overlap, à la fois à un gap, je sais pas moi, à la fois à la base d'un triangle, vous pouvez être sûr que ce niveau va être extrêmement fort et qu'il y a de fortes chances qu'il puisse bloquer le marché dans un sens ou dans l'autre. En revanche, si les niveaux correspondent genre à un seul ratio de Fibonacci, c'est sûr qu'on peut avoir un petit peu moins confiance. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, après avoir vu cette vision un peu panoramique, et regardons ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les figures de continuation. D'accord? Donc une première introduction. En matière d'AT pour analyse technique, et plus largement encore en matière d'études graphiques, il existe deux grandes phases de mouvements qu'on peut distinguer. Les mouvements qu'on va appeler en tendance, et les phases dites de consolidation ou de temporisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on regarde un graphique, on va très rapidement, lorsqu'on a l'œil un peu aguerri, pouvoir déceler les mouvements qui sont des mouvements de tendance, que cette tendance soit haussière ou baissière, et les mouvements qui vont être des mouvements de temporisation de cette tendance. Les phases de consolidation et de temporisation sont de loin les plus difficiles à analyser, à gérer et à trader. C'est effectivement dans les marchés en temporisation qu'il est le plus difficile de trouver des coups à jouer. D'où, on le verra par la suite, certains produits que les émetteurs vous proposent qui permettent de jouer la non-tendance d'un cours. Il existe toutefois des figures de consolidation qui sont plus faciles à déceler, visuellement et graphiquement. Et ces figures-là, c'est celles qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, ce sont des figures de continuation. Quelle est la définition des figures de continuation? Il existe de multiples phases de consolidation dans les marchés. Celles-ci sont communément appelées des phases de consolidation ou de correction, et elles peuvent parfois rester tout à fait aléatoires,
et parfois prendre la forme de figures chartistes reconnues. On voit par exemple, si vous, et on verra tout à l'heure sur le graphique, si vous suivez par exemple les cours de l'euro-dollar, on voit que les cours de l'euro-dollar, même s'ils sont enfermés dans un large canal de long terme, évoluent de façon un peu erratique, dans une phase de consolidation qui, comme je vous l'ai dit là, est totalement aléatoire. Donc on va distinguer dans ces deux grandes familles de figures principales, donc les figures dites de retournement et les figures de continuation. On va aujourd'hui s'attarder ensemble sur les figures de continuation, à savoir celles qui vont prolonger la tendance et non l'inverser. Dans le second volet qu'on verra ensemble en juin, là, on va s'attarder aux figures dites de retournement qui, elles, vont, comme leur nom l'indique, inverser la tendance. Premier exemple des figures dites de continuation, les drapeaux. Alors, comme son nom l'indique, ce qui est très souvent pratique en matière d'analyse chartiste, c'est que les noms des figures vont indiquer un petit peu la forme qu'elles vont prendre. Donc, comme leur nom l'indique, le drapeau, c'est une figure chartiste qui va prendre la forme graphique d'un drapeau, ou encore d'un flag, comme on pourra l'entendre très souvent en anglais. Cette figure va donc se composer de deux segments parallèles, un petit peu comme un canal, mais pas ayant tout à fait la même forme, souvent inclinés, contrairement au canal, par rapport à la tendance, et qui vont se dessiner sous forme d'un petit drapeau ou panion. Dans certains cas, la figure de continuation la plus courante, et c'est très certainement la figure de continuation la plus facile à lire et à déceler. On la retrouve fréquemment dans des vagues 2 ou 4, dans des comptes héliotistes par exemple. À la sortie d'une telle figure, on va pouvoir calculer un objectif théorique en reportant le mouvement précédent l'entrée dans le drapeau à la sortie de celui-ci. Encore une fois, je le répète et je ne le répéterai pas par la suite, tout ce que je vous dis là va être vu sur des applications graphiques par la suite. Il ne faut pas confondre, comme je vous le disais tout à l'heure également, les drapeaux avec les canaux que nous allons aborder tout à l'heure. Est-ce que, pour l'instant, avant même de regarder les graphiques, si vous avez des questions sur les drapeaux, vous pouvez me les écrire, j'y répondrai. Deuxième exemple, maintenant, les triangles. Là encore, comme leur nom l'indique, le triangle va être une figure chartiste qui va prendre la forme géométrique d'un triangle. Théoriquement, je dis bien théoriquement, cette figure doit prendre place en 5 vagues, qu'on note généralement A, B, C, D, E, qui vont être de taille décroissante pour un triangle fermé ou croissante pour un triangle ouvert. Chacune de ces vagues doit elle-même théoriquement prendre place en 3 autres petites vaguelettes. Là, je vous ai donné la définition théorique. Vous verrez par la suite que le cas pratique et l'application la plus courante, c'est de déceler des figures de forme triangulaire dans des phases de consolidation. À la sortie d'une telle figure, tout comme à la sortie d'un drapeau, on va pouvoir calculer un objectif théorique en reportant le mouvement précédent d'entrée dans le triangle à la sortie de celui-ci. La sortie pouvant être sur la base ou sur le côté en fonction de la forme du triangle. Il existe 3 grandes catégories de triangles, les triangles ascendants, avec généralement la base au-dessus, les triangles symétriques, comme on verra, dans lesquels il n'y a pas de base, et les triangles descendants, en général, avec la base en dessous. Par la suite, vous avez les triangles fermés, ouverts. Donc, en gros, on va balayer ensemble tout à l'heure les différents types de triangles qu'on peut rencontrer. Troisième exemple maintenant, donc après les drapeaux et les triangles, ce sont les canaux. Alors les canaux, c'est une figure composée de 2 droites parallèles qui servent chacune de borne pour la progression des cours. On aura la droite de résistance, ou la borne supérieure du canal, et la droite de support, qui sera la borne inférieure du canal. Les canaux peuvent être ascendants, dans une tendance haussière, ou même dans une tendance baissière d'ailleurs, ils peuvent être descendants, ou encore horizontaux, dans des marchés stables ou sans tendance véritable. Vous pouvez également avoir des canaux horizontaux, dans une tendance haussière, dans une tendance baissière. Plus un canal, alors ça c'est important, plus un canal va durer dans le temps, et plus ces bornes vont réussir à contenir les cours en fond fin. Plus il sera considéré comme important et déterminant pour la suite des événements. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un peu le backtesting. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'un canal, si on a rebondi 3 fois sur les bornes du canal en haut en bas, le canal est relativement faible. En revanche, si on a rebondi 5 fois, il commence à être un peu plus sérieux. 7, 9, 10, 12, 15 fois, comme on le verra dans certains exemples. Là, vous pouvez vous dire que c'est un canal qui effectivement peut être très sérieux à prendre en considération. La sortie de ce type de figure implique souvent un fort mouvement de tendance à venir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il est sûr qu'un canal, et d'autant plus un canal qui sera de plus long terme, plus le canal durera longtemps, plus la sortie du canal va engendrer un mouvement d'une amplitude importante. Il faut faire attention, toutefois, parce que les canaux, effectivement, sont
la seule des figures qu'on va aborder aujourd'hui qui peuvent aléatoirement être à la fois des figures de continuation, comme on va le voir de temps en temps, ou des figures de retournement, comme on le verra dans notre volet du mois de juin. D'accord? Donc faites attention, parce qu'autant les triangles et les drapeaux sont des figures de continuation véritables, les canaux, eux, sont des figures dites de retournement. Peuvent être, pardon, des figures de retournement ou de continuation. Alors, comment tirer profit, du coup, des figures de continuation? Lorsqu'on décèle une figure de continuation en formation, et qu'on est en parallèle assez confiant sur la tendance. Nous avons pris ici deux exemples sur des cours des métaux précieux or et argent, qui sont des cousins, et qui vont vous montrer comment on peut se servir de ce type de configuration pour mettre en place des stratégies de trading intéressantes. Nous avons volontairement pris des graphiques uniquement sur ces deux exemples-là à une période antérieure à la période d'aujourd'hui, pour s'attarder sur un triangle en particulier. Nous n'avons pas remis les graphiques à jour dans cet exemple-là. Les graphiques qu'on va avoir par la suite, eux, seront mis à jour. D'accord? On verra également par la suite s'il faut se positionner dès la rupture de la sortie d'une telle figure ou s'il faut attendre un pullback éventuel, comme on le verra par exemple de façon très efficace pour certains sous-jacents, notamment le Nikkei, qui est l'indice de référence japonais. Regardons ces deux exemples dont je vous parlais tout à l'heure, de triangles sur les métaux précieux. Nous avons ici un zoom, donc sur une base temporaire d'une heure, c'est-à-dire que chaque bar chart ici représente une heure de cotation. Nous avons le triangle qui avait pris place sur les cours de l'once d'or entre les mois de septembre 2011 et à peu près on va dire fin 2012. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit bien ici, ensemble? On voit, comme on l'a délimité sur le graphique, une base en bas et un côté incliné sous forme de droite de résistance en haut. On voit comment les cours sont venus s'inscrire à l'intérieur de ce triangle. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont venus rebondir de façon horizontale sur la base vers le bas, vous le voyez ici, une fois, deux fois, et ici à 3 reprises. Et en parallèle, ils ont été bloqués par leur évolution à la hausse. Le jour, ici, où nous sortons, comme vous le voyez dans ce cercle bleu que je vous ai mis là, de ce triangle-là, nous avons effectivement une impulsion haussière, comme vous le voyez par la suite, qui a été importante et qui nous a permis d'avoir un véritable signal d'achat. Nous voyons même à l'intérieur de ce large triangle que nous avons ici un autre petit triangle, vous voyez, petite vague de hausse, triangle, sortie du triangle à la hausse. Comme nous venons de le voir sur les cours de l'once d'or, nous allons pouvoir voir la même chose exactement sur les cours de l'once d'argent. Voilà. Le grand cousin de l'or, donc l'argent, nous voyons ici de façon encore plus efficace, même presque sur les cours de l'once d'or, à la fois une base sur laquelle les cours sont venus s'appuyer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reprises au moins, entre l'année 2011 et la fin de l'année 2012, vous voyez. Et en parallèle, les cours ont été bloqués par une oblique de résistance baissière, ici, sur lesquels ils sont venus s'arrêter 2, 3, 4, 5 fois. Le jour où les cours ont décidé de s'affranchir de cette zone de résistance ici, nous avons pu bénéficier d'un potentiel de hausse relativement proportionnel à celui qu'on avait sur les cours de l'or. Donc là aussi, un fort signal d'achat. Donc là, on a vu de façon un peu sommaire, et on verra de façon un peu plus détaillée par la suite, comment tirer profit d'une figure de continuation en termes de trading. En conclusion, avant d'aborder la partie produit et les exemples graphiques par la suite, donc comme on l'a vu ensemble, assez rapidement, les figures de continuation ne sont pas si difficiles à repérer ni à analyser, contrairement, elles, aux consolidations qu'on appelle des consolidations dites complexes. Maintenant, toute tendance ne va pas bénéficier forcément d'un schéma de figure de continuation traditionnelle. On va avoir des graphes de temps en temps ensemble, vous verrez que parfois certaines phases de consolidation sont relativement décelables, alors que d'autres sont parfois beaucoup plus complexes. Il faut donc apprendre à déceler ce genre de figure dans un premier temps.
Pour ça, rien de tel que la pratique. Regardez des graphes en continu, essayez de regarder dans le passé si vous voyez des figures de continuation, les dessiner à la limite avec un stylo sur du papier, pour par la suite réussir vous-même à les anticiper à partir du moment où vous pourrez avoir l'impression d'être à l'intérieur de ce type de configuration. Parce qu'il faut bien savoir que tout ce qu'on fait ici en termes d'analyse technique, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est l'observation du passé pour pouvoir anticiper le futur et gérer le présent. Donc si on arrive à déceler des figures de continuation dans le passé, c'est l'objectif, c'est de pouvoir en repérer dans le présent pour pouvoir les trader, d'accord, ou les gérer selon l'horizon de temps qui vous intéresse. Une fois que vous aurez assimilé ces éléments, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'efficacité d'une telle méthode, notamment pour la détection de poursuites de tendance. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important, et on va le voir même sur un indice comme le CAC 40, c'est effectivement des signaux, si vous voulez, qui vont vous donner comme une espèce de feu vert de redémarrage d'une tendance, d'accord? Et ça peut être très souvent très profitable. Maintenant que nous avons abordé cette partie figure de continuation théorique, avant de regarder la pratique, nous allons aborder la partie produit. Est-ce que pour l'instant, avant d'avoir vu quelques graphiques, comme il nous reste une quarantaine de minutes encore, est-ce que vous avez déjà quelques questions à poser sur ce qu'on a vu jusqu'ici? Ou est-ce que peut-être qu'il est préférable d'attendre la fin de la présentation, parce qu'il est possible que je réponde à certaines de vos questions que vous êtes en train de vous poser là en ce moment même, lorsqu'on va regarder les graphiques ensemble. Donc moi, si vous avez des questions vraiment importantes, écrivez-les moi, je les regarderai. Mais si jamais je pense que vous aurez des réponses par la suite, nous y reviendrons à la fin. Maintenant, les différents types de produits, d'accord? Il existe de nombreux produits de bourse qui permettent de jouer des mouvements qu'on va pouvoir déceler et anticiper avec l'analyse technique, comme nous l'avons vu à l'instant. Donc, pour répondre à Bernard qui me demande s'il y a des unités de temps préférentielles, je vais vous dire, les unités de temps en termes d'analyse technique vont être proportionnelles à votre profil d'investisseur. Un day trader va regarder des unités de temps courtes, éventuellement du daily maximum, et après il va regarder des graphes en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute peut-être, selon son timing d'investissement. S'il prend des pauses qu'il va garder en portefeuille pendant 10 minutes, un quart d'heure régulièrement, il est évident qu'il ne va pas regarder des graphiques mensuels, hebdomadaires, etc. Un gestionnaire de fonds qui, lui, va prendre des valeurs en portefeuille qu'il va garder plusieurs mois, va regarder des graphiques hebdomadaires. Il faut savoir que c'est le système des poupées russes. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous pouvez, selon votre horizon de trading, regarder les graphiques de cette façon-là. En revanche, petite astuce, si par exemple vous êtes un swing trader et que vous regardez essentiellement les graphiques daily, n'oubliez jamais quand même de regarder parfois le graphique hebdo, éventuellement je dis un graphique mensuel, parce que parfois on a trop la tête dans un graphique, on ne prend pas assez de recul et on est en train de regarder le daily et on pourrait se rendre compte que sur un graphique hebdomadaire par exemple, on a une zone qui correspond à une forte résistance ou un fort support hebdomadaire qu'on n'aurait pas vu en s'attardant sur un zoom. Donc, moi je vous invite à vous rendre sur le site de notre partenaire donc avec lequel nous sommes en train de faire la présentation aujourd'hui, Commerzbank, ou éventuellement à les appeler au numéro vert 0800 90 80 afin de voir avec eux quels sont les produits qu'ils vous proposent, de pouvoir télécharger les brochures explicatives qui sont fournies directement sur le site et très bien faites. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à 4 types de produits qui nous semblent en effet plus adaptés à une stratégie basée sur l'analyse technique. On va balayer ces produits en regardant une carte d'identité exemple, en guise d'exemple à chaque fois. Je vous inviterai, sauf sur certaines questions précises, à télécharger les brochures explicatives et éventuellement appeler le service si vous avez des questions particulières sur ces produits. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici qui va regrouper, selon les types de produits, 4 grandes catégories qui vont être importantes à savoir selon votre profil d'investisseur. Ces 4 types de produits sont les turbos, les leverage short, les stability et les bonus. Quels sont les produits qui vont bénéficier d'un effet de levier? Le turbo, oui, va bénéficier d'un effet de levier variable ou effet de levier exponentiel. Ça veut dire que l'effet de levier d'un turbo ne va pas être toujours le même. En fonction de l'évolution des cours du sous-jacent, l'effet de levier du turbo va varier.
Les leverage short, eux, bénéficient d'un effet de levier, mais cet effet de levier va être fixe, et fixe chaque jour. Donc chaque jour, si vous avez un produit de type leverage ou short, vous allez avoir un effet de levier qui va être défini pour toute la durée de la journée. Si l'effet de levier est de, je ne sais pas, au hasard, de 5, vous allez faire 5 fois ce que le sous-jacent va faire dans la même journée. Les stabilités et les bonus, eux, ne bénéficient pas d'un effet de levier. Quel est le ratio risque-rendement ou risk-reward en version originale sur ces produits-là? Pour un turbo, il est élevé, d'accord? Élevé, ça veut dire que vous pouvez risquer d'être désactivé sur un turbo et donc de perdre l'intégralité de votre investissement. Sur un leverage short, on va dire il est relatif. Ça va dépendre un petit peu du degré d'effet de levier, d'où vous en êtes, et du nombre de jours que vous avez pour lequel vous avez conservé le produit en portefeuille. Pour un stability, il est très élevé, parce que nous allons avoir deux bornes, une à la hausse, une à la baisse, donc 2 fois plus de risque d'être, on va dire, KO, ou donc de vous faire désactiver. Enfin, ceci s'explique parce que le stability vise, comme son nom l'indique, à jouer la stabilité d'un cours. C'est pour ça qu'on va l'enfermer entre deux bornes. Si en revanche vous restez entre les deux bornes, c'est là que vous avez fait un pari gagnant. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, certains produits aujourd'hui vous permettent de jouer la non-tendance d'un cours. Et enfin, le bonus, lui, va vous donner un reward moyen. Y a-t-il des chaos possibles? C'est-à-dire, prenez-vous le risque de perdre l'intégralité de votre investissement sur ces 4 produits? Sur un turbo, oui, puisqu'il y a une borne de désactivation. Sur un leverage short et sur un bonus, non. Et sur un stability, comme on vient de le voir, oui, j'allais dire oui 2 fois, puisque vous avez cette fois 2 bornes, une à la hausse et une à la baisse. Enfin, existe-t-il une maturité sur ces produits-là? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout d'un certain temps de détention de ces produits en portefeuille, est-ce que vous allez finir par perdre la valeur de votre produit? La réponse est oui pour les stabilités et les bonus. La réponse est non pour les leverage short. Et la réponse est oui et non pour les turbos en fonction du type de turbo que vous prenez. Si vous prenez un turbo dit à maturité ou limité, là vous allez avoir, comme son nom l'indique, une maturité. En revanche, si vous prenez un turbo illimité, comme il en existe chez Commerzbank, là vous n'aurez pas de maturité. La contrepartie sera que la barrière désactivante va évoluer de façon effectivement très faible, mais va évoluer. On va prendre un exemple pour chacune des familles que je vous ai données là, de carte d'identité, d'accord? Donc nous allons regarder là dans un premier temps la carte d'identité d'un turbo sur un sous-jacent. Alors j'ai essayé de varier un petit peu les sous-jacents pour que vous vous rendiez compte qu'on peut avoir différentes classes d'actifs disponibles. Donc le sous-jacent en question, c'est la parité livre anglaise contre dollar. Donc pour les amateurs de Forex, c'est la parité GBP-USD. D'accord? Donc, le produit que nous regardons là est un turbo illimité best put. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de date de maturité comme on le voit, que c'est un put, c'est-à-dire qu'il va jouer la baisse du GBP-USD, c'est-à-dire qu'il va jouer la baisse de la livre anglaise face au dollar américain. Le code NEMO, donc pour chaque produit, vous allez avoir un code NEMO à 5 caractères, le dernier caractère représentant l'émetteur en question. Alors attention au code NEMO, je le dis très souvent, les codes NEMO ne sont pas uniques à un produit. J'entends là que lorsqu'un produit va être désactivé par exemple, il va être sorti du marché par l'émetteur, on va pouvoir réattribuer ce code à un autre produit. Aujourd'hui, le 1190Z chez Commerzbank correspond effectivement à un illimité best put sur le GBP-USD. Très bien. Il se pourrait que dans quelques mois, ce même code soit attribué à un autre produit. Bon. En revanche, le code ISIN, lui, est un code unique. C'est comme un numéro de sécurité sociale pour un être humain, par exemple. C'est un code qui va déterminer le produit à vie. L'émetteur, donc en l'occurrence ici Commerzbank, la barrière désactivante du turbo en question, donc 1,7289 $. Donc ça, c'est le niveau qu'il ne faut pas atteindre. C'est-à-dire que si les cours devaient monter et atteindre ce niveau-là, vous allez être désactivé. La distance à la barrière, au moment où j'ai fait cette analyse, elle était de 4,57%. L'élasticité, donc 17,2. Vous voyez que les effets de levier sur turbo sont effectivement assez importants. Ça veut dire que ici, vous allez répliquer 17,2 fois l'évolution de la devise en question. La parité 1 contre 10, et là, la date de maturité en l'occurrence, aucune, puisqu'on a pris un turbo illimité.
Je vous l'ai mis ici. Attention, ces deux données, la distance à la barrière et donc l'élasticité, sont des données qui sont variables. Si vous consultez le site de l'émetteur aujourd'hui, et que vous le consultez par la suite lundi, mardi, mercredi, vous allez voir que ces deux niveaux-là vont varier. Après le turbo, les leverage short. Donc un exemple de carte d'identité d'un leverage short. Ici, nous avons regardé le gold futur, donc l'or, l'évolution des cours de l'once d'or dans le futur, le contrat futur. Le type de produit, c'est donc un leverage short. En l'occurrence, c'est un short. Le code NEMO, le 7U22Z, le code ISIN, l'émetteur. Le nom du produit, c'est un gold x5 short index. C'est-à-dire que vous allez répliquer 5 fois l'évolution des cours de l'or. Et comme c'est un short index, ça veut dire que vous allez jouer la baisse des cours de l'or. Si l'or baisse de 2%, vous allez gagner 10% sur ce produit. En revanche, si l'or devait monter de 2%, vous allez perdre 10%. D'où une élasticité x5. Je vous ai également mis les frais de gestion, le ratio de 1 contre 1 et le niveau de protection qui est de 15% sur ce produit-là. Nous allons maintenant regarder la carte d'identité, exemple, c'est un Stability, encore appelé Stability Variant. Le sous-jacent en question, là, c'est le CAC 40, le code NEMO, l'émetteur. Et là, les niveaux qui vont donc être intéressants pour vous, ça va être la barrière ou encore borne basse et la borne haute. Donc là, en l'occurrence, l'exemple qu'on a pris, je l'ai pris volontairement avec des barrières éloignées à peu près de 300 points des cours du CAC tel qu'il était au moment où j'ai fait l'analyse, c'est-à-dire une barrière basse à 4000 et une barrière haute à 4006. Le remboursement est de 10 € et la date de maturité et de calcul, c'est 18 juin, donc dans 3 mois. D'accord? 18 juin 2014. Enfin, la carte d'identité d'un certificat type bonus. Le sous-jacent en question, c'est la valeur ArcelorMittal, qu'on va voir par la suite également parce qu'elle représente une configuration graphique très intéressante. Le type de produit, ce sont des bonus capés, le code NEMO, etc. La barrière basse, ici, est à 9 €. La distance à la barrière était de 20, à peu près 20%, 21% au jour de l'analyse. Le niveau de bonus est de 14 €. Et la date de maturité, 26 septembre 2014, et date de calcul, 19 septembre 2014. Voilà, donc là, ici aussi, la distance à la barrière va évoluer en fonction du jour où vous regardez le produit en question. Nous avons donc vu un exemple de carte d'identité de chacun de ces 4 produits. Maintenant, voyons ensemble comment choisir son produit avant, pour finir cette conférence aujourd'hui, de nous intéresser à la partie pratique, donc l'analyse des graphiques. Donc comment choisir son produit? Le choix d'une stratégie d'investissement va dépendre du profil de l'investisseur que vous êtes. D'accord? Il est donc indispensable, selon le scénario que vous allez jouer, de vous poser les questions suivantes avant de choisir votre produit. Quel est mon degré de conviction dans le scénario? Très important. Autrement dit, est-ce que vous avez une très forte conviction que les cours du sous-jacent qui vous intéressent vont évoluer à la hausse ou à la baisse, ou est-ce que votre conviction est légère? Quel est votre degré de conviction dans le timing? Ça veut dire que vous pouvez par exemple penser, je ne sais pas, que ArcelorMittal va monter, mais vous n'êtes pas sûr qu'il monte tout de suite. Peut-être qu'il y a une petite phase de temporisation qui peut durer encore quelques semaines avant. D'accord? Quelle est la perte maximum que vous êtes prêt à supporter? Il est évident que si vous avez du mal dans votre tolérance au risque à accepter de perdre l'intégralité de votre investissement, il vaudra mieux peut-être pas jouer sur des produits avec un gros risque de désactivation, ou en tout cas, essayez en tout cas, si vous allez sur ce type de produit, de ne pas prendre les produits les plus agressifs. Un turbo, par exemple sur Arcelor, vous allez avoir une barrière à 10 €, si je pars sur un call, vous allez avoir une barrière à 9, une barrière à 8, etc. Donc plus vous allez vous éloigner des cours du sous-jacent, moins vous allez prendre de risques. Évidemment, vous allez en parallèle diminuer votre potentiel de gain. Quelle perte maximum donc êtes-vous prêt à supporter? Ensuite, quelle durée de détention du produit pouvez-vous tolérer au maximum? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui de toute façon gère son portefeuille sur la durée, qui est investi en bourse depuis des années et vous pouvez vous permettre de prendre des positions, de ressortir 3 mois, 6 mois après? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un peu plus tout feu tout flamme, vous ne pouvez pas vous permettre de garder des produits en portefeuille pendant des mois et des mois, auquel cas, là encore, vous allez devoir faire attention aux produits que vous allez choisir. Et enfin, quelle est votre acuité sur le marché? Vous pouvez être un investisseur actif, à savoir être tous les jours au courant de ce qui se passe sur le marché, être très souvent connecté à votre écran, lire les news, aller voir ce qui se passe,
ou au contraire être un petit peu plus dilettante, peut-être tous les 2-3 jours de temps en temps essayer de voir ce qui se passe. Bon. Donc ça, ce sont les 5 gros critères que vous allez, les 5 grosses questions que vous allez devoir vous poser avant de choisir le produit en question. En fonction donc des réponses, vous allez pouvoir vous orienter vers une gamme de produits et à l'intérieur même de cette gamme de produits vers un produit plus spécifique. Maintenant que nous avons vu ensemble la partie théorique, à la fois sur l'analyse technique et les figures de continuation et à la fois sur les types de produits qui nous intéressent, nous allons maintenant passer à la partie pratique, donc l'observation de graphiques et regarder ensemble comment sur chacun des graphiques que je vous ai mis ici, nous allons pouvoir déceler des figures de continuation et comment éventuellement nous aurions pu en profiter ou nous pourrions en profiter. D'accord? Je vous ai mis ici un récap des valeurs que nous allons regarder ensemble, donc quelques actions françaises, quelques indices, 2 matières premières et 2 devises. Nous commençons donc par les actions françaises et nous regardons ensemble un titre qui est récemment revenu dans le CAC 40, sur lequel d'ailleurs vous pouvez lire une analyse récente que nous avons faite chez Dagastronic sur le titre Alcatel-Lucent. Regardons ce graphique ensemble et voyons qu'est-ce qui nous intéresse ici. D'abord, je voudrais vous poser une question technique parce que je n'en suis pas sûr. Lorsque je promène ma souris sur le graphique là, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire si vous voyez la souris en question ou si vous ne la voyez pas? Là, il y a une petite main. Oui, parfait. Merci. Donc ici, nous regardons le titre Alcatel. Sur Alcatel, qu'est-ce qui nous intéresse? Je vous ai quand même mis sur certaines valeurs des points clés graphiques qui sont, entre guillemets, hors sujet. Je n'ai pas voulu les enlever parce que c'est inutile, autant que vous les ayez, d'autant plus que nous allons aborder d'autres volets par la suite. Maintenant, aujourd'hui, nous allons quand même essayer de regarder les figures de continuation. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette espèce de canal ou éventuellement de drapeau qui s'est dessiné, on va dire, depuis début 2009 sur les cours du titre Alcatel. Vous voyez comment ici, ces 2 droites parallèles ont bloqué les cours à la hausse à 3 reprises et à la baisse à 2 reprises. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est en termes de timing, c'est que si on a raison, alors attention, hein, parce que là, c'est une hypothèse très négative, mais si on a raison sur le fait que cette figure-là est un drapeau de consolidation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a bien suivi ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, mouvement de baisse ici, entrée à l'intérieur du drapeau, donc mouvement de baisse à la sortie du drapeau. Ça voudrait dire que aujourd'hui, on est sur des niveaux très hauts sur le titre Alcatel. Maintenant, soyons prudents parce qu'on peut également avoir mal interprété ce canal-là. C'est pas la figure la plus probante, mais elle est intéressante en termes j'allais dire, de mise en application, puisqu'aujourd'hui, nous sommes encore à l'intérieur de cette figure. Donc, on n'est pas en train d'observer une figure passée, on est en plein dans le présent. Maintenant, restons quand même assez prudents, mais si on devait voir que la consolidation devait se prolonger, et notamment enfoncer ces niveaux-là, qui sont des niveaux de support clés, comme on l'a mis dans notre analyse, là, il y a de grandes chances qu'on revienne sur le bas du canal. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre valeur très intéressante, notamment aussi en termes de timing, c'est le titre ArcelorMittal. Il faut bien savoir une chose, et on va le voir sur Arcelor. Tout est proportionnel en matière d'analyse graphique. Autrement dit, ici, vous voyez, on est en octobre 2001, les cours commencent à monter, et on rentre ici dans ce petit drapeau que je vais dessiner. Alors, tous les drapeaux sont dessinés en bleu ciel, et la plupart des triangles sont dessinés en gris, la plupart, et les canaux seront, eux, dessinés en bleu, foncé. Maintenant, de temps en temps, il y a des exceptions selon les graphiques. Ici, nous avons un petit drapeau. Donc, phase de hausse, petit drapeau, sortie haussière. D'accord? On voit bien que la proportion des mouvements va être en fonction de la taille de la figure en question et de l'horizon de temps qu'on regarde. En revanche, quelque chose de beaucoup plus intéressant ici, c'est que on est dans une large phase de hausse à peu près jusqu'ici, jusqu'en juin 2008. Et là, on rentre dans un grand triangle de consolidation. D'accord? Vous voyez ce triangle? Il est extrêmement important et efficace parce que ce soit à la hausse ici ou à la baisse ici en termes de support, les cours sont vraiment venus s'inscrire, on le voit visuellement. Vous voyez comment les cours sont venus s'inscrire à l'intérieur de cette figure ici, dans ce triangle, donc petit à petit, se sont trouvés enfermés à l'intérieur du triangle, c'est forcément un triangle qui finit par diminuer, parce que c'est un triangle fermé,
Et vous voyez comment là, ici, là, je vous l'ai mis avec ce petit cercle vert. Alors, encore une fois, là, sur les graphiques que je vous ai mis, en général, les cercles verts correspondent aux ruptures haussières sur un signal d'achat et les cercles rouges vont correspondre aux ruptures baissières sur des signaux de vente. Ici, on voit bien qu'on avait un signal d'achat assez important. Effectivement, les cours sont venus s'inscrire dans une tendance haussière à la sortie de cette figure. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette valeur, il est bon de se demander si on n'est pas revenu sur des niveaux d'achat très intéressants sur le titre ArcelorMittal. Parce que si on a raison sur la sortie d'un triangle d'aussi long terme, les premiers objectifs sont au moins fois les 20, voire 30, et pour les plus optimistes, au-delà de 50 €. Ça veut dire que vous imaginez, on est à 11 aujourd'hui, vous imaginez le potentiel de gain qu'on a sur cette valeur. Ce qui est très intéressant ici, c'est ce qu'on appelle le risk-reward. Le risk-reward, c'est quoi? C'est qu'on a un potentiel de hausse énorme, qui peut nous amener à 20, 30, voire 50 €. En revanche, notre risque de baisse est minime, puisque dès lors qu'on rentrerait à nouveau à l'intérieur du triangle ici, c'est-à-dire qu'on enfoncerait la base du triangle qu'on a là, on pourrait se dire qu'on a peut-être eu faux dans notre hypothèse, et à ce moment-là, couper notre ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le risque de perdre ça pour gagner au moins ça. Donc là, en termes de money management, on peut mettre en place une stratégie intéressante. J'espère que vous m'avez bien suivi là-dessus, parce que c'est très important et très intéressant. Troisième exemple en termes d'analyse d'action française, le titre AXA, donc la grosse entreprise d'assurance sur le CAC. Sur le titre AXA, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans des tendances haussières des figures de continuation, comme on les a vues tout à l'heure, à savoir ici, un mouvement de hausse, je rentre à l'intérieur d'un drapeau de consolidation, je sors de mon drapeau ici, avec un petit test en pullback également, et hop, potentiel de hausse, au moins proportionnel au mouvement qu'on avait avant. Alors quand je dis proportionnel, c'est pas forcément 100% de l'amplitude. Vous avez là ce qu'on appelle des ratios d'extension de Fibonacci qui vous permettent de calculer des objectifs. On va d'abord reporter 61,8% de ce mouvement-là, puis 100% du mouvement, puis éventuellement 138,2%, 161,8%, etc. pour vous permettre d'obtenir des objectifs de hausse. Ici, toujours dans ce grand mouvement haussier-là, vous voyez, vague de hausse, consolidation en forme de drapeau, sortie du drapeau ici en plus avec un gap, comme on peut le voir si on a l'œil assez aguerri, et hop, potentiel de hausse à la sortie. D'accord? De la même façon ici, sur ces points bas-là, mouvement de hausse, entrée à l'intérieur d'un triangle, mouvement de hausse à la sortie du triangle. J'imagine bien que si je reportais cette vague-là à la sortie du triangle ici, j'arriverais peu ou prou dans ces zones de sommet ici. D'accord? Cette fois-là, pour faire attention, de temps en temps, je vous mets des contre-exemples aussi. On voit ici, par exemple, qu'on a un fort mouvement de hausse, qu'on rentre dans une consolidation en drapeau, mais quand on en sort, finalement, là, pour le coup, on s'est planté. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas, comme je vous l'ai dit, pas de panacée. Il est bon aussi de se rendre compte que parfois, la méthode qu'on applique peut avoir des failles. Et c'est en voyant les failles de la méthode qu'on applique qu'on apprend à l'appliquer le mieux par la suite. Donc ici, vous voyez, ce drapeau-là que je vous ai quand même indiqué n'a pas eu l'effet escompté. Le titre Bouygues, maintenant, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, encore une fois, ici sur Bouygues, on peut voir un mouvement de hausse ici, jusqu'en juin 2007 à peu près, une phase de consolidation triangulaire avec une base horizontale ici et un côté incliné descendant ici. Et regardez là encore une fois, j'allais dire c'est magique. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais regardez. Vous voyez comment on est venu buter sur cette base-là? Regardez, à partir du moment où on arrive à la fin de l'étranglement de ce triangle, comment on est venu non seulement s'affranchir de cette zone de résistance, mais si vous le voyez là, et là c'est visible à l'œil nu, dans ce petit cercle que je vous ai dessiné là, on s'en est affranchi en formant un gap ici. Ça veut vraiment dire que l'analyse graphique peut avoir de véritables impacts sur l'évolution des cours. Donc gap haussier ici, et par la suite, mouvement haussier, inutile de vous dire combien de pourcents le titre a pris là, pour passer pratiquement de 20 à 30 €. Sur un mouvement comme ça, sur des produits dérivés, vous pouvez vous faire des gains vraiment très très considérables. Alors, comment distinguer sans ambiguïté, comme le demande Bernard, un drapeau d'un canal?
Sur certains cas de figure, ça va être un peu plus tendu, notamment sur ce qu'on a vu sur Alcatel. D'accord, je reviens ici sur Alcatel. Voilà. Ici, savoir si c'est un drapeau ou un canal, c'est un peu tendu parce que le drapeau n'est pas assez incliné. Moi, ce que je vous dirais pour les drapeaux, en général, faites surtout attention à l'inclinaison. Vous voyez ici quand même, on a vraiment une figure un peu inclinée. Ici aussi. Vous voyez, les drapeaux sont très souvent plus inclinés, sur des pentes plus inclinées que les canaux. Lorsqu'on va se rapprocher de quelque chose d'un peu plus plat, donc légèrement ascendant, légèrement descendant, voire totalement horizontal, là, on pourra parler d'un canal. C'est la seule petite différenciation qu'on peut faire. Après le titre Bouygues, ici, nous avons le titre Carrefour. Alors là encore, très intéressant. Pourquoi? En termes de timing, et j'allais dire de timing d'intervention présent. Qu'est-ce qu'on voit sur le titre Carrefour? Excusez-moi. Ici, pour répondre à Bernard par la même occasion, on a un grand mouvement de hausse et on voit que à partir d'ici, les cours sont venus s'enfermer, s'inscrire à l'intérieur d'un canal ou éventuellement d'un drapeau. De toute façon, j'allais dire qu'importe, puisque là c'est juste une question de nomenclature. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment gérer ce type de figure. Si on a raison, ça veut dire que comme on est rentré à la hausse à l'intérieur de cette figure, c'est-à-dire que les cours doivent en sortir à la hausse. Ce qui est très intéressant également aujourd'hui, c'est de voir qu'on est en plein test de la borne supérieure, puisque là, pour le coup, le graphique a été remis à jour, on est en plein test de la borne supérieure de ce canal. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais cette borne venait à céder dans les prochains jours, vous pouvez être sûr, mais alors sûr, quand je dis sûr, on n'est jamais sûr à 100%, vous m'avez bien écouté, pas de panacée. Mais vous pouvez en tout cas avoir une très très forte conviction dans l'évolution haussière du titre Carrefour dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. En revanche, si cette zone venait à jouer à nouveau le rôle de résistance et que les cours commençaient à buter dessus et à repartir à la baisse, il sera peut-être bon d'envisager une stratégie plutôt baissière et de viser éventuellement le retour vers la borne basse dans un premier temps de cette figure. Donc là encore, Carrefour, un exemple concret et actuel. Nous allons maintenant voir ici encore un exemple, une action qui vous montre vraiment de façon très très efficace la pertinence des figures qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Il s'agit de l'action EDF. Sur l'EDF, plein de choses nous intéressent. Dans ce mouvement de hausse qui précédait la grande phase de baisse entre les mois de novembre 2007 et novembre 2012, donc pendant 5 ans de baisse sur les titres. Sur le titre, pardon. Ici, nous voyons quoi dans ce mouvement de hausse? Nous voyons la formation d'un drapeau. Donc, mouvement de hausse, drapeau, sortie haussière. Mouvement de hausse, drapeau, sortie haussière. Donc, on voit, comme je vous l'ai dit, que des phases de consolidation peuvent prendre place sous des formes techniques reconnues. Par la suite, on rentre dans un mouvement de baisse. D'accord? Donc, ce mouvement de baisse, qui a eu lieu depuis novembre 2007, a généré un fort potentiel de baisse, que les cours sont passés de, allez, on va dire 70 € à pas loin de 5 €, de 12 € ici à la baisse. Qu'est-ce qu'on voit dans ce mouvement de baisse? On voit 1, 2, 3, 4 triangles qui ont joué leur rôle de figure de continuation baissière. Autrement dit, suivez-moi bien ici avec la souris. Mouvement de baisse, entrée à l'intérieur du triangle, rupture du triangle ici dans le petit cercle rouge, hop, potentiel de baisse. Ici, comme le triangle est de plus long terme, il va retracer ce qu'on appelle un mouvement de plus long terme. Donc ce triangle-là, si vous voulez, si on va être très propre, on part de ce mouvement-là de baisse ici, entrée à l'intérieur du triangle, rupture du triangle, mouvement de baisse à la sortie du triangle. À l'intérieur de ce grand mouvement de baisse, entrée à l'intérieur d'un triangle, la double zone de résistance à la fois sur la borne du triangle et à la fois sur l'oblique de résistance. Mouvement de baisse à la suite de la sortie du triangle. Mouvement de baisse, entrée dans un triangle, rupture du triangle, mouvement de baisse. Et enfin, cerise sur le gâteau, même si c'est un peu hors sujet, mais on ne pouvait pas ne pas en parler ensemble ici. Oblique de résistance de long terme, sortie ici, rupture de l'optique de résistance de long terme, et regardez comment l'analyse graphique peut vous permettre de jouer. Là, ce qui s'est passé sur EDF, c'est ce qui devrait, je dis bien devrait se passer sur ArcelorMittal. J'espère que quand on se reverra en juin, voire en septembre, on aura eu raison et que je pourrai vous dire, souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur ArcelorMittal, regardez ce qui s'est passé là sur EDF, regardez l'amplitude du mouvement de hausse qu'on a eu
à la sortie de la figure en question, et voyons si on avait raison sur Arcelor. Je réponds à Nicolas avant de passer au graphique suivant. Nicolas me demande, je réponds parce que c'est une question intéressante qu'on se devait d'aborder. Nicolas me demande, quelle est la différence entre un triangle et un biseau? Et est-ce qu'il y en a une? Il y en a une. Il y en a une d'un point de vue théorique et il y en a une d'un point de vue visuel. Ce qui distingue d'un point de vue théorique le triangle du biseau, c'est exactement ce que nous allons voir dans les deux volets qui se présentent, à savoir, le triangle est lui une figure de continuation, alors que le biseau est une figure de retournement. D'accord? Alors, comment maintenant les distinguer d'un point de vue visuel? C'est un peu plus difficile, il est vrai. Par exemple, ici, pour être très sincère avec vous, on a l'impression d'avoir un biseau plus qu'un triangle, mais on est quand même en présence d'un triangle. Un biseau doit avoir une forme beaucoup plus obtuse qu'un triangle, beaucoup moins ouverte, et va vraiment, comme on le verra dans le deuxième volet, impliquer un étouffement de fin de tendance des cours en question. Un triangle, lui, est censé être un peu plus ouvert. Voilà, si on veut vraiment les déceler graphiquement. On regarde maintenant encore une valeur très pertinente sur ce qu'on regarde, et encore pertinente à plus d'un titre, et pertinente également pour, j'allais dire, pour le présent, donc pour le passé comme pour le présent. On est sur la valeur Essilor. Qu'est-ce qu'on voit sur le titre Essilor? Par exemple, si on part de ce sommet-là ensemble, mouvement de baisse, entrée dans le triangle, rupture du triangle, mouvement de baisse. On voit même de façon très probante sur du très long terme, ici, mais on va y revenir tout à l'heure, on voit un large canal ascendant, d'accord? À l'intérieur de ce canal, qu'est-ce qu'on a? Ici, mouvement de hausse, canal, petit canal, là pour le coup, pour répondre à quelqu'un qui me demandait la différence entre un canal, comment on un canal d'un drapeau, là on voit bien que c'est un canal. Mouvement de hausse, entrée dans le canal, rupture du canal, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, entrée dans un triangle, rupture du triangle, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, entrée dans un triangle, rupture du triangle, mouvement de hausse. Ici, je vous l'ai mis en pointillé parce que je veux illustrer également tout ce que je vous ai dit en introduction. Canal, mais cette fois, pas un canal de continuation, mais un canal de retournement, puisqu'on rentre dans le canal à la hausse et qu'on en sort à la baisse. C'est intéressant de le voir et de savoir qu'un canal peut effectivement, selon la sortie qu'on va en décider, jouer le rôle de figure de continuation ou de retournement. Et là, encore pour répondre à la question de l'un d'entre vous tout à l'heure, il me semble que c'était Bernard, on distingue bien ici un canal avec des bornes très horizontales et ici un drapeau avec des bornes beaucoup plus inclinées. Enfin, revenons sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir sur le beaucoup plus long terme, ce large canal-là qui avait bloqué l'évolution des cours. Alors, la seule chose qui me gêne, c'est autant à la hausse, la borne de résistance est très efficace, autant à la baisse, vous voyez ici par exemple, il n'y a eu que 2 points sur lesquels les cours ont testé ce niveau. Mais quand même, ce qui est très intéressant ici, c'est de voir qu'actuellement, on a une rupture baissière. Autrement dit, si on a raison sur notre théorie, les cours d'Essilor devraient, et là encore, quand on se reverra dans quelques mois, idéalement, si on a été très bon, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Eh bien, Essilor va baisser et Arcelor va monter. Bon, on verra si on a eu raison ou pas, mais là, en l'occurrence, la rupture baissière de ce canal implique un potentiel de baisse qui devrait ramener les cours d'Essilor au moins autour des 60 €. Regardons maintenant, et il nous restera une petite dizaine, allez, entre 5 et 10 minutes pour prendre quelques questions. Regardons maintenant le CAC 40. On a terminé les actions, regardons les indices. Le CAC 40, qui est un indice qui est suivi par énormément de gens en France. Qu'est-ce qu'on voit dans les cours du CAC? On voit bien ici, en partant de ce sommet-là, un grand mouvement de baisse. Le canal qui avait duré pendant les années de 2010-2011, là, le canal haussier à l'intérieur duquel les courbes se sont retrouvées enfermées, et la rupture du canal baissier avec un gap, mouvement de baisse. Ce qui est intéressant, c'est que là, théoriquement, on serait à l'intérieur d'un autre large canal duquel on ne fait toujours pas sortir. Ceux qui suivent mes analyses savent que je parle très souvent de la borne supérieure de ce canal sur le CAC. Pour l'instant, il faut savoir également qu'une borne de canal haussier, ascendant, va évoluer. Elle ne va pas être toujours au même niveau. Si le canal était horizontal, comme on peut en voir de temps en temps, là, le niveau n'évolue pas. En revanche, la borne supérieure du canal se trouve aujourd'hui autour des 4570 points sur le CAC. Si jamais le CAC devait rester à l'intérieur de ce canal, dans quelques mois, il est évident que la borne supérieure sera plus sur 4570, mais peut-être sur 4630, 4690, etc. D'accord?
Et on voit à l'intérieur même de ce grand canal, on voit deux triangles ici que je vous ai bien indiqués, un triangle ici fermé et un triangle ouvert. Pour répondre à Nicolas, on voit bien quand même ici que c'est des figures un peu plus ouvertes que ce qu'on appelle un biseau. Et on voit bien ici, mouvement de hausse, entrée dans le triangle, sortie du triangle, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, entrée dans le triangle, sortie du triangle, mouvement de hausse. Le cousin du CAC 40 en Europe, c'est l'Eurostoxx 50, donc il regroupe les 50 plus grosses valeurs. Alors là, l'Eurostoxx 50 regroupe les 50 plus grosses sociétés européennes de la zone euro. Donc beaucoup de valeurs françaises, beaucoup de valeurs allemandes. Et là, on voit quoi pour les cours de l'Eurostoxx? Mouvement de hausse ici, drapeau de consolidation, mouvement de hausse à la sortie. Mouvement de baisse ici, canal de consolidation, mouvement de baisse. Et là encore, nouveau canal à l'intérieur duquel nous sommes toujours enfermés, exactement comme sur le CAC 40. L'IBEX, donc l'IBEX, c'est le cousin espagnol des indices type DAX en Allemagne, CAC en France, FTSE en Angleterre. Donc l'IBEX, ici, mouvement de hausse, drapeau de consolidation, sortie haussière. Ici, mouvement de hausse, triangle, mouvement de hausse. Inversement, tendance baissière, mouvement de baisse, drapeau, mouvement de baisse. Mouvement de hausse, drapeau, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, triangle, hop, mouvement de hausse. Ici, mouvement de baisse, hop, triangle, mouvement de baisse. Mouvement de baisse, triangle, mouvement de baisse. Et là, encore une fois, à la hausse, mouvement de hausse, triangle, dépassement en plus, en même temps que la sortie du triangle d'une forte oblique de résistance. Là, très fort signal d'achat, mouvement de hausse. Vous voyez, même sur un indice comme l'IBEX, qui représente quand même un pays comme l'Espagne qui a été très largement controversé ces derniers temps avec l'endettement, etc., vous voyez que l'analyse graphique peut permettre de faire fi parfois du contexte fondamental, puisque alors que les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes pour ce pays, regardez comment la rupture de cette figure-là a permis un mouvement de hausse sur les cours de l'IBEX. Alors là, voilà, justement, pour répondre à Nicolas, qu'est-ce qu'on a ici sur le S&P 500? On a un mouvement de hausse, triangle, mouvement de hausse, drapeau, mouvement de hausse, mais ce qui nous intéresse énormément là sur le présent, c'est cette espèce de figure que je vous ai dessinée en marron, pour la distinguer des triangles que j'ai dessinés en gris. Ici, pour répondre à Nicolas, on est plus en présence d'un biseau que d'un triangle, parce que vous voyez là, on le voit, les cours sont d'abord, la forme du biseau est très haussière, et on voit comment les deux bornes viennent vraiment étouffer les cours à leur sortie, mais sur du long terme. Si on a raison sur le fait que ce soit un biseau, attention, parce qu'on n'a jamais raison à 100%, mais si on a raison, ça veut dire qu'on va attendre une forte rupture baissière et donc un mouvement de baisse à la sortie de ce biseau. En revanche, si jamais on devait dépasser cette borne pour de bon et partir à la hausse, on avait tort et on n'était peut-être pas en présence d'un biseau. Voilà. Nicolas me demande, est-il possible de faire des interprétations en prenant en compte la médiane d'un canal? Alors, oui, parfois, il y a certaines personnes qui prennent des médianes. Alors, la médiane d'un canal, c'est la parallèle aux deux bornes qui couvrent à l'intérieur du canal. Maintenant, on peut prendre de temps en temps des niveaux, des droites parallèles aux bornes du canal, à l'intérieur du canal, pour trouver ce qu'on appelle des zones de polarité. C'est-à-dire des zones qui vont à l'intérieur même du canal, parfois, permettre de jouer des rebonds dans un sens ou des consolidations dans l'autre. Ici, nous avons les cours du Nikkei. Alors, les cours du Nikkei, là, je voudrais vraiment qu'on regarde quelque chose de vraiment très, très, très important. Enfin, en tout cas, très flagrant et très probant et très pertinent. Voilà. Beaucoup de mots emphatiques. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, d'abord, on part de décembre 89. Hein. Il faut bien se rendre compte ici qu'on est sur une durée sur des graphiques de long terme. Hein, d'accord? Décembre 89, c'était il y a 25 ans maintenant. Donc, on a un fort mouvement de baisse ici, et on rentre dans une espèce de canal de consolidation. Vous voyez que là, les cours ont du mal à reprendre une véritable tendance. Ils oscillent, ils hésitent, ils butent un peu à la hausse, ils butent à la baisse, ils rebutent à la hausse. Alors, attention, vous pouvez dire ici, on a l'impression d'être sorti. Bon, on a un peu mordu dans un sens, comme on a mordu ici. C'était pas suffisamment flagrant, d'accord? Pour que ça soit plus flagrant, il aurait fallu passer au moins par là ou par là. Et là, regardez, au moment où là, ça devient vraiment flagrant. Ici, ça devient flagrant quand on arrive là. En plus, on est venu rebuter en pullback dessus. Vous voyez, le Nikkei répond de façon extrêmement efficace à une analyse technique. Donc là, mouvement de baisse.
canal, sortie du mouvement du canal, mouvement de baisse. D'accord? Avec pullback en plus. Ici, et là je peux vous assurer que c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer mon logiciel en même temps, puisque nous sommes sur une présentation PDF de ma conférence, mais regardez ici. À partir de mai 2003, on a eu une vague de hausse et je vous ai dessiné un triangle que j'ai même pris soin d'appeler ABCDE pour que vous voyez à quel point la théorie est ici extrêmement efficace. On rentre à l'intérieur du triangle. Ici, on en est sorti. Je vous ai mis le rond vert au niveau du pullback. Parce que, encore une fois, l'application la plus propre de ce type de figure se détermine de la façon suivante avec un pullback ici sur la sortie du triangle. Donc, c'est-à-dire un pullback, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé la figure en question, on va revenir la tester à l'inverse avant de repartir à la hausse. Je peux vous assurer, et ceux qui veulent le vérifier peuvent le vérifier, que si vous reportez ce mouvement de hausse à la sortie du triangle ici, vous arrivez à quelques points près exactement sur cet objectif-là. Ça veut dire que quelqu'un qui joue les figures de continuation sur le Nikkei, sur l'économie japonaise, pouvait ici décider d'acheter le Nikkei et de se mettre les pieds en éventail sur son bureau avec un premier objectif qu'il avait dessiné ici et qu'il aurait atteint, mais de façon exacte. En gros, ça aurait été quelqu'un qui aurait été capable d'acheter ce qu'on appelle le bottom et de revendre le top. Voilà. Ici, je ne vous ai pas dessiné la droite. Vous voyez, imaginez la droite qui passe par les trois sommets ici, pour répondre à Nicolas. Là, on a un biseau. Et vous voyez bien que le biseau est une figure de retournement, puisqu'on a une grosse tendance haussière, biseau d'étranglement, tendance baissière. Ici, nous avons un double top, toujours bon à savoir, même si c'est hors sujet. Phase de hausse, drapeau, phase de hausse. Donc, on voit ici sur un indice comme le Nikkei qu'on répond de façon très efficace à la théorie. Regardons maintenant les 4 derniers sous-jacents. Après, je vous laisse encore quelques minutes pour poser des questions et je vais devoir vous abandonner. Donc, les cours de l'once d'or. On a vu tout à l'heure dans l'application comment en tirer profit, on avait vu le triangle qui se trouvait ici. D'accord? Triangle, sortie haussière du triangle. Là, on a pris un cours sur une unité hebdomadaire. Donc, quelqu'un me demandait tout à l'heure quelles sont les unités temps pour regarder. Si quelqu'un regarde les cours de l'once d'or sur du long terme, c'est très intéressant. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qu'on voit? Mouvement de hausse. Entrer dans un large triangle, mouvement de hausse. Il faut bien vous rendre compte là qu'on part des années 60, même pas des années 80, années 75, quoi, pour vous dire. C'est quand même sur du très long terme. Ensuite, autre chose de très intéressant sur les cours de l'once d'or, on dit souvent, à tort ou à raison, moi je dis plutôt à raison, comme on le voit ici en tout cas, que sur une base de long terme, l'or va évoluer à contre-tendance des indices actions. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les marchés indices actions vont mal, les gens se réfugient sur l'or. En revanche, quand les marchés d'indices actions vont bien, les gens délaissent les cours de l'or. On voit ici que avant les années 80, les indices actions étaient dans une phase un peu expectative, alors que l'or, lui, était en plein boom. Entre les années 80 et les années 2000, les indices actions étaient dans l'euphorie, puisque tout le monde, c'est d'ailleurs l'époque où la bourse était à la mode, comme on dit. Beaucoup de gens ont déchanté de la cause boursière avec la bulle Internet des années 2000. Donc on voit ici qu'entre les années 80 et les années 2000, pendant que les indices et les actions explosent, les cours de l'or, eux, décident de stagner et de consolider. En revanche, au moment où les cours des indices actions sont soumis à une bulle et se retournent violemment à la baisse, c'est à ce moment-là que les cours de l'or décident, inversement, donc valeur refuge, d'exploser eux à la hausse. Vous voyez ici que même sur du long terme, les figures de continuation peuvent être très efficaces. Ici, je vous ai mis les cours du baril de brut, donc du pétrole, en dollars, sur une base journalière. Mouvement de hausse, triangle ouvert, vous voyez, même les triangles ouverts, ça fonctionne bien. Mouvement de hausse, triangle ouvert, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, drapeau, mouvement de hausse. Et là, encore une fois, pour faire plaisir à Nicolas, serait-on en présence d'un wedge, donc d'un biseau? C'est fort possible. Ici, en tout cas, on a délimité une forte zone de résistance horizontale, et ici, on commence à avoir une zone de support ascendante, donc qui sont en train d'étouffer les cours à l'intérieur d'un biseau d'étranglement.
très souvent, la sortie d'une figure comme ça est à un contre-tendance, autrement dit, figure de retournement. On va voir si on a raison, là je vais vous dire dans les prochaines semaines, hein, puisque là la marge est totalement limitée. Regardons enfin deux paires majeures en matière de devises, avant de terminer cette présentation. Donc l'euro-dollar, évidemment, qu'on ne présente plus. Donc l'euro-dollar, c'est un peu fouillis parce que j'ai laissé mon analyse telle quelle, mais regardons quand même ensemble ce qui nous intéresse ici. Mouvement de hausse, drapeau, mouvement de hausse. Ici, canal de retournement, même si c'est un petit canal. Ici, large canal, vous voyez, on est encore à l'intérieur d'un grand drapeau là, grand mouvement de hausse, avril-juillet 2008, et là, on est toujours à l'intérieur d'un large canal que vous voyez délimité par les deux bornes de grise ici. La question est de savoir, est-ce qu'on est aujourd'hui, et ceux qui ont lu ma dernière analyse sur l'euro-dollar assez récente, est-ce qu'on est capable aujourd'hui sur l'euro-dollar de s'affranchir de ce large canal et de faire mouvement de hausse, canal, mouvement de hausse, ou est-ce qu'au contraire, on n'en a pas encore terminé et que le dollar va reprendre du poil de la bête par rapport à son confrère européen, et auquel cas la tendance risquerait d'être baissière. On voit même à l'intérieur de cette figure-là des comptes héliotistes que je vous ai indiqués, des canaux à l'intérieur même de la configuration. Vous voyez, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de ce large canal, c'est quand même assez fluide ce qui se passe sur l'euro-dollar. Ce sont des mouvements qui sont très difficiles à interpréter. Je pense, en tout cas me concernant, que c'est une valeur qui est très difficile à trader. Paradoxalement, c'est un des sous-jacents les plus traités dans le monde. Ici, en revanche, de façon un peu plus claire et un peu plus efficace, nous avons les cours de l'euro-GBP, c'est-à-dire l'euro face à la livre anglaise. Mouvement de hausse, triangle, rupture de triangle, mouvement de hausse. Mouvement de hausse, petit triangle ouvert, rupture de triangle, mouvement de hausse. On est toujours à l'intérieur d'un drapeau, ici, qu'on voit, un large drapeau, ou canal de consolidation. Pour l'instant, on ne sait pas si on va en sortir à la hausse ou pas. À l'intérieur même de ce triangle, de ce large canal, mouvement de hausse, drapeau, mouvement de hausse. Et ici, on a effectivement un petit triangle. On est sorti à la hausse de ce triangle, c'est ce qui nous a fait croire à un mouvement haussier. Je vous avoue que ces derniers jours, les cours consolident un petit peu. Si on rentre à nouveau à l'intérieur du triangle, c'est pas très bon signe. En revanche, si on rebondit en pullback sur la base du triangle ici, ça sera plutôt bon signe, voire très bon signe. À suivre de très près et dans les prochains jours. Voilà, je vous ai mis ici rapidement, et vous pouvez en disposer, comme je vous l'ai dit, cette présentation est disponible en format PDF. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse que je vais vous donner par la suite pour que je puisse vous la faire parvenir. Ça, ce sont les performances du service d'effet turbo que nous verrons chez Dagger Trading, qui est réparti en trois formules. Une formule classique qui va vous faire intervenir sur les actions et les indices hors CAC 40. Une formule upgrade 1 qui va inclure la formule classique et qui va vous ajouter en plus les matières premières et les devises. Et une formule upgrade 2 qui va inclure les deux premières formules et vous ajouter en plus toutes les recommandations sur le CAC 40 lui-même. Vous voyez que chacune de ces formules a des chiffres qui sont très probants. La formule classique a peut-être une moyenne globale un peu plus faible parce que c'est la formule sur laquelle il y a le plus d'activité. Cette formule-là a des chiffres un peu plus gros, mais c'est sur la formule sur laquelle il y a le plus de prise de risque également. Et ici, nous avons une formule intermédiaire qui parfois permet de jouer la défense sur certains sous-jacents de plus long terme. Voilà. Je vous mets ici les coordonnées pour nous joindre. Donc, si vous souhaitez recevoir la présentation en format PDF, envoyez-moi un mail à cette adresse-là. Quelqu'un de notre équipe vous fera parvenir la présentation. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions et visiter notre site pour avoir plus d'informations ou éventuellement nous rejoindre et venir vous abonner au service d'effet turbo et profiter des recommandations en temps réel avec un service totalement clé en main. Donc, qu'on appelle clé en main, c'est que vous êtes pris en charge du début à la fin. C'est pas un service qui va vous dire acheter telle valeur. C'est un service qui va vous dire acheter telle valeur. Voilà, on sommes sur la valeur en question. Revendez telle valeur. Voilà. Je vous remercie. Alors, on a un tout petit peu débordé sur l'heure prévue, mais on passe après. Donc, je vais vous donner quand même 5 minutes au cas où vous auriez quelques questions vraiment importantes à me poser là maintenant tout de suite. Vous pourrez répondre. Par la suite, pour pas rallonger trop le timing, on va arrêter cette conférence et je vous inviterai à soit nous téléphoner, soit téléphoner à Commerce Bank 0800 90 80 au cas où vous avez des questions sur les produits Commerce Bank, ou nous envoyer un mail. Voilà.
J'attends éventuellement vos quelques questions. Et au cas où personne n'aurait de questions, il ne faut pas vous forcer, hein, au cas où personne n'aurait de questions à poser là maintenant dans l'immédiat, bah, je vais d'ores et déjà vous remercier, vous souhaiter un très bon week-end, vous dire que ça nous fera un plaisir de vous répondre et de vous retrouver dans le deuxième volet qui aura lieu lors du mois de juin, et de vous souhaiter ben, de bons trades, une bonne gestion de votre portefeuille, et à très bientôt, quoi qu'il en soit. Je vous remercie.